Voilà. Alors, quelqu'un m'a déjà posé la question tout à l'heure, une conférence gesticulée, qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, qui n'a jamais entendu parler de conférence gesticulée, s'il vous plaît? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh, ben, d'accord, ok. Plein. Alors, très rapidement, une définition avant de commencer, parce que comme ça, vous savez un peu où vous nagez. Donc, c'est pas une conférence avec pantomime, c'est pas une conférence avec chorégraphie, c'est une conférence gesticulée, en fait. Le nom n'est pas très bien choisi, mais ça veut dire que c'est pas non plus une conférence classique. C'est une conférence où on mélange du savoir chaud et du savoir froid. Du savoir chaud, c'est du savoir autobiographique sur le conférencier ou la conférencière, donc en l'occurrence moi ce soir, et je vais vous raconter des petits bouts de vie. Et du savoir froid, c'est du savoir théorique sur le thème de la conférence. Et l'image est empruntée à la météo, c'est-à-dire qu'en météo, si on a de l'air froid et de l'air chaud qui se mélangent, ça ne donne pas de l'air tiède, ça donne un orage. Alors, je ne sais pas si je vais faire un orage ce soir, mais disons que peut-être quelques étincelles, ce serait déjà pas mal. Donc voilà, en gros, le principe de la conférence gesticulée, en très gros, comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, de quoi je vais parler ce soir? Ce soir, je vais parler de l'école primaire à Genève. Je vais parler de l'école primaire à Genève du point de vue de mon point de vue de mère, et je vais parler de la scolarité de mon fils. Quand mon fils est entré à l'école primaire, j'avais une image de l'école primaire que ça serait intéressant si on avait le temps de partager maintenant, par exemple, les images que vous avez chacun, chacune, des souvenirs que vous avez de l'école primaire. On a tous, je pense, des représentations très différentes, suivant l'âge, suivant le lieu. Mais moi, j'avais une image de l'école primaire comme un lieu protégé. Comme un lieu un peu protégé du monde extérieur. C'est faux, l'école n'a jamais été un lieu protégé du monde extérieur, mais on a souvent cette image-là, en tout cas des premières années de l'école. L'école a toujours reflété les valeurs de la société dans laquelle elle était. Mais là, j'ai découvert, en fait, avec l'école de mon fils, dans quelles valeurs on était aujourd'hui à l'école primaire. Et donc, ça m'a poussée à faire cette conférence. J'ai découvert, on va le dire tout de suite, comme ça c'est clair, j'ai découvert que les valeurs en fait, du capitalisme, le néolibéralisme actuel est entré de plein pied à l'école. Donc l'école a été submergée par ces valeurs-là, et à un point que je n'imaginais pas. Voilà, un point que je n'imaginais pas, donc c'est pour dénoncer cet aspect-là de l'école que je parle ce soir. On dit tout sur l'école. Dans le débat public, vous entendez parler de tout. Vous entendez parler des notes, vous entendez parler des effectifs, vous entendez parler des profs, vous entendez parler de la formation des profs, vous entendez parler des bâtiments, vous entendez parler du harcèlement, vous entendez tout sur l'école. Il y a un truc dont on parle absolument jamais, c'est les programmes scolaires. C'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur des livres et qu'est-ce qu'on transmet aux enfants. Ça, c'est un truc dans le débat public, à part les spécialistes, je ne parle pas des spécialistes, mais dans le débat public, on n'a jamais quelque chose sur le contenu des cours. Donc voilà, ce soir, on va faire un petit tour avec les livres scolaires que j'ai amenés et on va un peu visiter ce qu'il y a à l'intérieur des programmes. Alors, il y a un deuxième fil dans la conférence. Je vous ai dit, je parle de l'école primaire du point de vue de la mère. Donc, je suis maman. Alors, j'ai aussi voulu parler du job de maman. J'ai voulu parler du job de maman. On en parle de plus en plus, mais on n'en parle peut-être pas assez. Le job est rude. Si on met une annonce, ça donne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans vacances, sans rémunération, durée indéterminée, grosse responsabilité. En gros, il n'y a pas grand monde qui répond, quoi.
Donc voilà, c'était un peu de cet aspect-là. Alors bon, bien sûr, maman, c'est pas que ça, on est d'accord, mais c'est aussi ça. Voilà. Donc je voulais parler un petit peu de ce job. Qui est tellement rude d'ailleurs. Hein. Moi, dans ma première... mon fils, quand il avait 1 an, quand il venait de naître, hein, on n'arrêtait pas de me dire « Non, mais t'en fais pas, tu verras, c'est la première année, c'est difficile, tu dors pas, t'allaites. » Voilà, il y en a quelques-unes qui savent de quoi je parle. Donc, tu verras, la première année, c'est vraiment difficile, mais t'en fais pas, tu verras. Dès les 2 ans, c'est bon. À 2 ans, voilà, il y en a qui se marrent encore plus. Dès les 2 ans, c'est bon, hein, c'est bon, il n'y a plus de problème. Alors c'est vrai, effectivement, à 2 ans, il bouge, donc il peut prendre une fourchette et la mettre dans la prise électrique sans problème. Et donc 2 ans, c'est sport. Hein. Donc c'est sport, il faut être athlétique, il faut être en bonne condition, etc., etc. Alors là, on me dit oui, non, mais il n'y a pas de problème, c'est pas grave, tu verras, à 3 ans. Là, vraiment, c'est cool. Et puis en plus, il va bientôt rentrer à l'école. Alors là, quand il sera à l'école, tu le poses à l'école et c'est bon pour toi, t'es en vacances, c'est le Club Med. Alors non, clairement pas du tout, quoi. Clairement pas du tout, d'autant plus que quand il rentre à l'école à 4 ans et quelques, effectivement c'est tout le contraire. Et donc là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fait, plus l'école va être néolibérale, plus elle va être l'antichambre du capitalisme, au sens où en fait tous les programmes vont être de plus en plus orientés du côté de la formation. Donc les élèves, de plus en plus, on va leur demander très vite de trouver un emploi. Enfin, on ne leur demande pas ça en première année primaire, on est d'accord. Mais disons que tout est orienté en vue d'une employabilité. Et donc, plus l'école s'oriente comme ça, j'ai envie de dire, plus c'est lourd pour les parents. Plus c'est lourd pour les parents parce qu'en fait, il y a un certain nombre de trucs que l'école ne va plus transmettre et ça va revenir un petit peu à la charge des parents. Et donc, effectivement, il y a un poids et il y a quelque chose dont on ne peut pas forcément se reposer sur l'école. Voilà. Alors, j'ai fini mon introduction. J'ai déjà pris la moitié de mon temps, non pas tout à fait. Donc, je vais commencer. J'ai une dernière remarque avant de commencer. Je ne suis pas un père. Non, je ne suis pas un père. Alors, je ne vais pas demander au père de lever la main. Mais je parle du point de vue de la mère. Donc, je parle du point de vue de la mère et j'invite les pères à faire leur conférence gesticulée pour qu'ils parlent de leur point de vue de père. Ok, alors, donc, il est 23h, je suis dans ma cuisine le soir et je vérifie ma liste. Donc la vaisselle c'est ok, les habits pour demain ils sont préparés. J'ai préparé aussi mes affaires, le beurre, il faut pas que j'oublie d'acheter du beurre, ça fait 3 jours qu'on n'a pas de beurre, le talon de réponse pour le parascolaire, le covoit pour l'anniversaire de Kelly, parce que forcément il faut qu'on amène aussi Kelly à l'anniversaire de Théo, et puis bien demander la référence de la figurine pop, hein, pour pas que je me bourre quand j'achète le cadeau. Et la lessive elle est étendue, ok c'est bon, ça va, je vais aller me coucher, mince. J'ai oublié de couvrir les cahiers. Non mais c'est 23h là. Bon. Ok, bon vous me direz, hein, il peut le faire lui-même, hein, il a 11 ans. Mais bon, il ne le fera pas. Je vais le faire moi, parce que sinon, il va encore être collé. Alors j'ouvre un livre pour le couvrir. Et, excusez-moi, je fais semblant de... Normalement, je fais comme si je l'ouvrais par hasard à la bonne page. Et là, je tombe sur le plan des pistes de la station Verbier. Tout le monde connaît Verbier? Oui? Donc c'est une station de ski en Suisse et c'est la plus chère, à peu près. Ok, et donc il y a un petit texte, alors je lis. Brochure de l'Office du tourisme de Verbier, hiver 2015. Dès que la neige commence à tomber, Verbier devient un paradis alpin. Avec plus de 400 km de pistes et l'accès à toutes les stations des 4 vallées, chacun trouve sa glisse.
du débutant à l'expert en passant par le fan des sports extrêmes. Mais il n'y a pas que le ski à Verbier. Relaxez-vous au spa. Profitez du village. Ou explorez une région riche culturellement et bien ancrée dans l'histoire. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre texte. Et donc, le seul texte vient de la brochure de l'Office du tourisme. Donc on nage en pleine publicité là. Enfin, je veux dire, c'est un dépliant publicitaire en fait. Je me dis, ça, c'est quand même un peu bizarre. Surtout qu'en 2015, il y avait un truc un peu spécial, il y avait un débat, je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est l'époque où la Poste avait décidé de fermer un certain nombre de bureaux de poste. Ils avaient décidé de fermer les plus petits bureaux de poste, soit dans les quartiers, soit dans les villages. Et il y avait des mobilisations, les gens s'étaient mis à signer des pétitions pour sauver leurs bureaux de poste. Je me suis trompée, voilà, je suis partie sur autre chose. Excusez-moi, c'est pas grave, alors ça faut vous habituer, hein. Relaxez-vous, ça m'arrive. C'est pas grave, on avance. Donc j'ai introduit la Poste. La Poste, c'est à la fin du livre. Donc en 2015, effectivement, c'est l'époque où les gens se mobilisent pour sauver les bureaux de poste. Alors, j'ai feuilleté le reste du livre et je suis tombée à la fin du livre sur la Poste se prépare un bel avenir. Là, on a l'interview de la directrice générale de la Poste dans le journal Bilan, 23 juin 2015. Donc Bilan, hein, c'est le journal de référence de l'économie en Suisse. Et donc on lit. Je ne vous lis pas tout, hein, mais la transformation de certains offices de poste en agences postales ou en services à domicile va se poursuivre. Donc on est en plein dans le moment où on ferme les bureaux de poste. Donc on nous annonce là que ça va se poursuivre. La composition des points d'accès peut changer, car dans certains cas, ce ne sera plus des offices de poste. Mais leur nombre total reste stable à 3500. Donc en fait, là, il nous explique que la Poste va poursuivre ces modifications, que ça ne sera plus des bureaux de poste. Alors si on veut traduire la langue de bois qu'il y a dans cet article, en fait, la composition du point d'accès peut changer. En fait, ça veut dire quoi? Ça, je l'ai vu dans un village. Avant, il y avait une poste, ils l'ont fermée. Et ils ont remplacé la Poste dans le supermarché du village, donc tout petit supermarché, par un espace jaune dans le supermarché. Donc vous avez rayon fromage, Poste, rayon charcuterie. Et donc l'espace est tout jaune, et là, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, affranchir, payer des factures, etc. Enfin, tous les services, enfin, il faut savoir se servir de l'espace pour pouvoir faire les choses, mais en gros, si vous vous débrouillez, c'est très bien. Et puis si vous ne vous débrouillez pas, tant pis pour vous. Tant pis pour vous, parce que la caissière, elle a du monde à la caisse, et puis en plus, elle doit ranger tous les rayons du supermarché, donc elle ne va pas en plus pouvoir vous aider. Donc, composition du point d'accès qui a changé. Effectivement, c'est plus un bureau de poste, mais le nombre reste stable. Donc, je vous rappelle quand même qu'on est dans un livre d'école de géographie pour des élèves de 11 ans. Et il n'y a pas d'autres commentaires sur la Poste. Donc, c'est des élèves de 11 ans à qui on donne la langue de bois de la revue Bilan. Et à qui on explique en fait gentiment que si leurs parents vont manifester pour sauver un office de poste, il faut quand même qu'ils puissent leur expliquer que non, hein, le nombre de points d'accès n'a pas changé. Hein. Voilà, donc je vous laisserai feuilleter ce livre. On a tout ce qu'on veut dans ce livre. On a par exemple, j'ai regardé les cartes, hein, je me suis intéressée aux cartes. Et donc on a là, on a le lac de Genève. Enfin non, il y en a qui disent le lac de Beaumont, mais bon. Il y en a même qui disent le lac de Lausanne. Bon, enfin bref, il y a un lac, quoi. Il y a un lac, on ne sait pas comment il s'appelle ce lac. Mais par contre, ce qu'on apprend, c'est quoi? C'est répondre aux attentes d'une clientèle diversifiée. Donc vous avez des petites bulles comme ça, avec chaque personne qui parle, et donc c'est des clients qui ont des attentes diversifiées. Marc. Venant du Valais avec des amis du club de motards, nous faisons une virée de 3 jours à Genève. Nous avons pris nos tentes et nos sacs de couchage. Donc répondre à l'attente de cette clientèle. Isabelle, j'habite Lausanne, je suis fan de musique rock, j'aime participer à des concerts. L'Arena de Genève a un super programme cette année.
Les horaires de train me permettent de m'y rendre facilement pour une soirée. Donc les horaires, les programmations, la vie culturelle, etc. On est toujours dans le livre de géographie pour les enfants de 11 ans. Etc., etc. Oui, le lac des 4 cantons, en fait, c'était juste pour dire que les bateaux avaient eu... voilà, Pilatus Ban, plus d'1 million de passagers en 2013. Donc on a les statistiques, encore de l'Office du tourisme, etc., etc. Bon. Là, je suis quand même un peu étonnée. Je suis quand même un peu étonnée de ce que je vois. Donc, j'appelle mon cousin, qui est enseignant de géographie. Excusez-moi. Et donc, je lui pose la question et je lui dis, mais il se passe quoi là avec la géographie? Il me dit, ah, c'est normal. Okay. Oui, on a supprimé la géographie physique à l'école. Je dis, c'est quoi la géographie physique? Il me dit, oui, alors il n'y a plus dans les programmes scolaires, il y a la géographie, elle est divisée en deux, géographie physique et géographie sciences humaines, géographie sciences sociales. Donc, en fait, ils ne savaient pas comment faire entrer les deux côtés de la géographie dans une chose, parce que sciences sociales, ça se réfère à sciences humaines, donc il fallait la classer dans les sciences humaines, et puis sciences physiques, ben, en fait, c'était sciences dures, il fallait mettre dans les branches scientifiques, ils ne savaient pas. Donc, ils ont amputé la géographie du côté sciences physiques, et ils ont gardé géographie sciences sociales. Ok. Donc c'est pour ça que dans le livre, il n'y a absolument rien de la géographie physique, c'est-à-dire les montagnes, les lacs, la composition, les sols, les forêts, il n'y a plus rien. Je dis, bon, d'accord, c'est étonnant. Et il me dit d'ailleurs, si tu veux t'en assurer, tu peux te référer au livre qui fait foi en géographie aujourd'hui, qui est le Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés, par Jacques Lévy et Michel Lusseau. Et donc je vous lis la présentation de ce livre qui en fait fonde le nouvel enseignement de la géographie. Donc Dictionnaire de la géographie et de l'espace, si vous voulez bien on va compter le nombre de fois qu'il y a le mot espace. Donc Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés. Loin de n'être qu'une simple description de la Terre, la géographie s'affirme comme une véritable science sociale attachée à penser l'espace des sociétés humaines. Elle tente à la fois d'analyser l'organisation des espaces à toutes les échelles, les outils de cette organisation et la spatialité des acteurs, on va le compter, c'est-à-dire l'ensemble des rapports pratiques de ces acteurs aux espaces, indispensables à tous ceux qui veulent analyser les espaces complexes des sociétés. Espace, espace, espace. On m'a expliqué qu'on ne pouvait pas faire de géographie sans parler d'espace. On ne va pas rentrer dans le débat. Je me demande juste comment on faisait avant que le mot espace envahisse tout l'espace. Espace. Donc il m'explique que donc, c'est tout à fait normal que maintenant on fait des sciences sociales. Ok, d'accord. Alors allons-y. Les enfants. Aujourd'hui, nous allons étudier l'espace verbier avec ses acteurs. Combien il y a d'habitants à Verbier? 3000, oui. Et en haute saison, 30 000, tout à fait. 30 000. Et alors, qui sont ces habitants qui viennent à Verbier entre Noël et Nouvel An? Eh bien, ce sont des touristes. Et ils viennent pour skier. Mais oui, tout à fait. Donc, qui sont... Alors, est-ce que tout le monde peut aller dans l'espace Verbier entre Noël et Nouvel An faire du ski? Non, pas tout le monde, parce que c'est très cher. Tout à fait. D'ailleurs, je trouve qu'ils auraient pu mettre le prix du forfait et de la nuitée, mais bon. Donc, les enfants, est-ce qu'il n'y a que des touristes skieurs à Verbier entre Noël et Nouvel An? Non, pas du tout. Il y a aussi des gens qui viennent travailler, mais oui. Par exemple, dans un restaurant, au sous-sol, il y a une personne qui fait la vaisselle. Et en haut, il y a des gens qui mangent. Connaissez-vous l'écart de salaire entre la personne qui fait la vaisselle au sous-sol et le monsieur qui mange au restaurant? Elle est énorme. Pourquoi celui qui fait la vaisselle au sous-sol accepte-t-il un salaire aussi bas?
est-ce qu'il a des papiers? Qu'est-ce que ça veut dire avoir des papiers? Est-ce que tout le monde a des papiers en Suisse? Etc. etc. Ben ouais, on aurait pu faire ça, hein? Je veux dire, sciences sociales, pourquoi pas? Mais c'est pas tout à fait ce qu'elle a dit. J'avoue. On aurait pu quand même aussi faire un peu de géographie physique, hein, à Verbier, géographie physique. Qu'est-ce qu'on a au-dessus de Verbier? Un glacier. Alors, comment ça se passe le ski à Verbier, hein? Il faut de la neige, tout à fait. Ah, alors s'il fait chaud, oui. Parce que, juste une parenthèse, les enfants sont au courant du réchauffement climatique. Donc, s'il fait chaud, effectivement, on a des canons à neige. Alors, comment ça marche un canon à neige? Alors, vous creusez un petit lac artificiel, vous le remplissez avec de l'eau, il y a un petit tuyau qui va dans le canon, et le canon, pouf, il crache des petits flocons sur la piste. Et d'ailleurs, mais ça ne se fait plus. À une époque, on rajoutait un petit produit chimique dans le canon à neige pour que les flocons soient plus jolis. Mais ça, on ne le fait plus. Non, ça ne se fait pas. Et alors, si vraiment il fait très très chaud, comment on fait? Alors là, on peut prendre un petit hélicoptère. Alors là aussi, ça ne se fait pas en Suisse, hein, on est d'accord. Et puis, on monte sur le glacier. Et là, avec un petit bâton de dynamite, pouf, on prend un morceau du glacier, qu'on redescend sur la piste, qu'on recouvre de neige, et la neige, elle tient plus longtemps. Voilà. Et ben oui, etc., etc., etc. Ouais, bah effectivement, moi je pense qu'il y avait des choses à dire sur la géographie physique. Et je trouve que c'est étonnant, pour pas dire plus, que la géographie physique soit supprimée du programme scolaire en plein réchauffement climatique. Les forêts brûlent, les glaciers fondent, les mers montent, mais on n'en saura rien. Alors là, franchement, moi je suis allée voir son prof. Je suis allée voir son prof. Ah oui, je vais vous dire une chose. Pourquoi je parle de tout ça? Je parle de tout ça parce que, en fait, je suis un peu dépassée. Je suis un peu dépassée comme maman parce que, oui, j'ai oublié de vous dire, je travaille. Non, ça veut dire, enfin, je vous explique. La journée, j'ai un travail rémunéré, et puis le soir, je rentre à la maison et je travaille. Donc, en fait, une maman, elle travaille et elle travaille. Vous voyez? Donc, il y a un travail rémunéré et l'autre pas. C'est 2 journées en une. D'ailleurs, il y a des statistiques qui ont été faites. Hein. Une mère de famille qui travaille justement en moyenne 80 heures par semaine. Et puis, on l'a vu, hein, il n'y a pas beaucoup de jours de repos. Donc, je suis dans ce cas-là et je suis un peu dépassée. Je suis un peu dépassée et du coup, je suis un peu fâchée. Je suis un peu fâchée contre l'école. Parce que, en fait, quelque part, moi, j'aimerais bien qu'ils connaissent le nom du lac. Enfin, moi, je me souviens, à l'école primaire, j'avais des crayons de couleur et puis je coloriais. Il y avait les montagnes, il y avait le lac, et puis on écrivait le nom du lac, et puis le nom du fleuve, etc., etc. Donc là, il n'y a plus rien. Donc, ok, alors je vais rajouter sur ma liste. Je vais mettre cours de géographie, après lessive et avant acheter le beurre, quoi. C'est vrai que déjà que j'ai pas le temps de couvrir les livres, si en plus je dois faire le cours, je m'en sors pas, quoi. Alors, je vais regarder mes notes, c'est juste... Oui, voilà, excusez-moi. Donc, je m'en sors pas, quoi. Je m'en sors pas. Quand mon fils est né, j'ai découvert pas mal de choses que j'ignorais avant. Juste après la naissance, quand je suis revenue à la maison, j'ai reçu la visite de la sage-femme. Et donc, la sage-femme était super sympa, elle était là pour me donner plein de conseils, pour me soutenir, pour m'aider et tout. Et elle me dit, d'ailleurs, je donne un conseil, quand il fait la sieste, faites la sieste en même temps. Comme ça, quand il se réveille, vous êtes en pleine forme pour bébé, quoi. Et je sais pas pourquoi, moi, ça m'a fait un peu... J'ai dit, c'est peut-être parce que quand j'étais gamine, je détestais les siestes, quoi. C'était affreux, déjà, j'arrivais pas à faire quand j'étais petite, quoi. Alors là, on me dit, ouais, il faut faire la sieste pour être... Puis alors je lui dis à la sage-femme, j'ai dit, ouais, mais en fait, j'ai d'autres choses à faire, je dois faire ça et ça. Elle me dit, oh non, à partir de maintenant, plus rien ne compte. Il n'y a que votre bébé qui compte. Et là, franchement, j'ai eu une crise d'angoisse, quoi. Là, vraiment, ça m'a fait bizarre de me dire que j'allais faire des siestes et que plus rien d'autre comptait que mon bébé.
Mais comme je l'ai dit, j'ai appris un certain nombre de choses. Et à l'époque, je ne me doutais pas. Je ne me doutais pas que j'allais en faire des siestes. Et j'en ai fait. Et j'en ai fait des siestes. J'ai fait des siestes debout dans le bus avec les yeux ouverts. J'ai fait des siestes à vélo, en pédalant. Et j'étais sur mon vélo et tout d'un coup, je me disais, mais je vais où? Je ne savais même plus où j'allais. Donc j'en ai fait des siestes. Et puis alors, j'ai vu plein de femmes faire plein de siestes, quoi. J'ai vu l'institutrice à l'école, à la pause, elle fait la sieste par terre derrière son bureau. La sage-femme à l'hôpital, elle fait la sieste par terre, elle roule dans un linge-éponge et elle dort. Elle me dit, oh, tu te rends pas compte comme on dort bien, quoi. Donc oui, effectivement, les siestes, quoi. Beaucoup de siestes. Ça fait partie de la vie des mamans, ça. Ok. Donc, il est toujours 23h, je suis toujours dans la cuisine, je n'ai pas fini de couvrir les livres, on n'a même pas commencé. Je vais quand même essayer de faire un deuxième. Donc, bon, ça va aller beaucoup plus vite. Ça va aller beaucoup plus vite, l'histoire. Alors, l'histoire, ça va aller très vite parce qu'en fait, il n'y a plus d'histoire. C'est très simple. Il n'y a plus d'événements historiques, il n'y a plus de personnages historiques, il n'y a plus de pays, il n'y a plus de régions. Il y a beaucoup de, vous pourrez regarder après, il y a beaucoup de documents avec des légendes, mais tout tourne autour des mêmes thématiques que le livre de géographie. Donc j'ai oublié de le dire, je l'avais pourtant écrit ici. Donc le livre de géographie, en 6e année, s'appelle « Mon canton, un espace pour se déplacer, s'approvisionner et se divertir ». Donc ça, c'est un petit peu le programme du titre, programmatique. Et en histoire, en fait, alors, je ne vais pas critiquer l'enseignement de l'histoire comme ça. C'est un sujet très délicat, et je ne suis pas historienne, et je sais que c'est délicat. Donc j'y vais sur la pointe des pieds. Mais on a supprimé la chronologie en histoire. Il n'y a plus d'histoire. Bon. C'est très bien. C'est pas grave. On m'a expliqué que c'était très bien, que la chronologie c'était lourd. On m'a expliqué aussi que voilà, l'enseignement de l'histoire, c'est toujours l'enseignement de l'histoire, d'une histoire racontée par les vainqueurs, que c'est un roman national, qu'en fait tout l'enseignement de l'histoire avant, on racontait en gros une espèce de mythologie que les enfants apprenaient par cœur, et donc on a voulu se débarrasser de ça. Je suis d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a eu tout un débat sur l'histoire, c'était une histoire écrite par les vainqueurs. Alors là, je peux vous dire que le débat, il est clos, c'est radical, parce qu'il n'y a plus d'histoire. Alors on ne va pas pouvoir dire qu'elle a été écrite par les vainqueurs, là, il n'y a pas de problème. Donc il n'y en a plus. Il y a toutes sortes de choses pour se déplacer, s'approvisionner, se divertir. Donc mon fils était totalement incollable. Pendant 3 ans, il a appris comment on mangeait au Moyen-Âge. Donc il était incollable sur les cuillères en bois, les tables creuses, l'invention de la fourchette, les mains, etc. C'est parfait. Ils auraient pu lui expliquer comment on ne mangeait pas au Moyen-Âge, mais bon, ils sont restés à comment on mangeait. Ok. Mais si vous voulez, alors donc 3 ans d'histoire avec comment on se divertit, on se déplace, etc. Et comme je vous ai dit, aucun lieu, aucun personnage, aucune histoire. Moi, ça me pose problème. Pourquoi ? C'est la manière dont on le fait. C'est la manière dont on le fait. Ça peut être intéressant de ne pas avoir de chronologie, peu importe. Mais dans la manière où c'est fait là, en fait, on ressort avec pas grand-chose. Et on m'a dit, oui, mais t'énerve pas, t'es tout le temps en train de t'énerver, t'énerve pas, ils verront ça plus tard. Eh ben non. Non, ils verront pas tous. Pas tous. Donc là, je parle de l'école primaire. L'école primaire, c'est un tronc commun. C'est un tronc commun, c'est ce qu'on va transmettre à tous les élèves. Après la primaire, il y a des filières. Et bien sûr que dans certaines filières, il va y avoir des super cours d'histoire. Je n'ai pas dit le contraire, mais on ne peut pas dire qu'ils verront ça plus tard. C'est pas vrai, pas tous. Ok, alors à ce stade-là, moi j'ai craqué, je suis allée voir son prof. Donc le prof, hyper sympa, content de me voir, chaleureux, mais tout va bien avec Martin, il participe, il est intelligent, il est gentil, il a des bons rapports avec ses camarades, et d'ailleurs, en plus, il a une excellente culture générale.
Et là, alors forcément j'étais fière, j'étais contente, hein, mon fils a une excellente culture générale. Mais attention, je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça. C'est à lui, le prof, de transmettre la culture générale. Qu'est-ce qu'il fait là? On me dirait, il veut me faire plaisir en me disant qu'il a une grande culture générale, mais c'est pas lui qui l'a transmise. Alors je lui dis, ben justement, je suis venue vous parler de ça. Je voulais vous parler du livre de géographie et du livre d'histoire. Il me dit, oh là 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 là, oh là là, oh là là. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Je vais voir avec ma collègue. Donc la patate chaude, bram. Donc je vais voir la collègue. Et la collègue, c'était une toute jeune enseignante, hyper sympa aussi, très jeune. Et très étonnée de me voir, parce que généralement les parents ne viennent pas pour parler du contenu du livre. Donc ça, c'était un petit peu spécial comme entretien. Et donc je vais la voir et elle me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui dis, je sais pas, on peut commencer par le plan des pistes, Verbier, qu'est-ce que ça coûte ça et ça. Et là, je vous jure que c'est vrai, elle prend le bouquin comme ça et elle me fait, ah ouais. Je lui dis, mais c'est pas vous qui enseignez la géographie? Elle me dit, ah si, mais ça c'est un bouquin qui est récent, qui a 2 ans, et on ne l'utilise pas. On ne l'utilise pas parce que les élèves décrochent. En fait, on n'arrive pas à utiliser ce bouquin. On n'arrive pas à l'utiliser parce que les élèves, en fait, qui n'ont pas déjà des représentations très bien faites de tout, ils décrochent complètement, quoi. Donc, en fait, les profs bricolent du matériel de base et du coup, ils ne font pas le plan des pistes, quoi. Donc j'étais contente de l'apprendre il me dit oui parce qu'il y a même des élèves dans la classe qui ne sont jamais sortis de la ville et qui n'ont jamais vu un champ, donc qui n'ont jamais vu un champ cultivé. Donc ils ne savent même pas faire la différence, donc on ne peut pas utiliser ça. Et là je lui dis, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas une sortie? Pourquoi vous n'allez pas voir les champs pour le cours de géographie? Elle me dit, non, il n'y a pas de sortie pour le cours de géographie. Je dis, alors je sais pas, moi, la sortie de fin d'année. Elle me dit, non, la fin d'année, on va à Walibi. Je dis, ah oui, c'est vrai. C'est vrai, mon fils, ça fait 4 ans qu'il va à Walibi toutes les fins d'année. Donc, effectivement, ils vont à Walibi. Alors, je lui dis, ça m'étonne parce que... donc, je raconte que moi, quand j'étais à l'école primaire, je me souviens de toutes mes courses d'école. Je suis allée à Berne. On avait été voir la foire aux oignons. Un truc dingue. Avec plein de confettis. J'ai visité l'usine de chocolat de Bro. Ils nous offraient du chocolat après. Puis on vomissait dans le bus. Je suis allée à Lucerne. J'ai vu le pont. Enfin voilà quoi. Et je commence à lui raconter tout ça. Et elle m'écoute avec des yeux énormes. Et elle me dit, ah bon? Parce que moi j'allais déjà à Walibi. Ok, donc on va rajouter aller à Berne sur la liste. Ça commence à faire beaucoup. Voilà, donc c'est un petit peu le... Excusez-moi, je regarde juste mes notes. Alors en fait, voilà, je continue à discuter avec elle et on casse un peu la langue de bois et puis on commence à parler un peu franchement et puis elle me dit, elle commence à se confier un peu, puis elle me dit oui, d'ailleurs c'est comme en allemand, on a l'interdiction de faire réciter le vocabulaire. Je dis voilà, ça je comprends pas, parce que mon fils il devait apprendre il avait un livre de vocabulaire d'allemand et puis il devait apprendre son vocabulaire allemand. D'ailleurs c'était drôle, hein, ces vocabulaires d'allemand, c'était génial quoi. En fait, pizza, en allemand, ça se dit pizza. Avec des trucs fous. Et cool, ça se dit cool. Enfin, il y a des trucs bien comme ça. Et du coup, je me suis dit, mais comment ça, vous n'avez pas le droit de faire réciter le vocabulaire d'allemand? Elle me dit, non, alors on se débrouille pour tester les élèves, pour voir s'ils ont appris, mais on a l'interdiction de faire une récitation formelle. Et je dis, mais pourquoi? Elle me dit, par souci d'équité. Alors, équité, ça c'est un mot... énorme, équité, hein. C'est pas égalité, c'est équité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire équité? Ça veut dire, elle m'explique, qu'on sait que certains parents vont aider leurs enfants à apprendre leur vocabulaire, alors que d'autres parents ne vont pas aider leurs enfants à apprendre du vocabulaire. Donc, par souci d'équité, on supprime la récitation de vocabulaire. Est-ce que vraiment, elle croit que les parents qui font réciter leurs gamins vont arrêter de faire réciter leurs gamins? Par souci d'équité?
Donc en fait, on supprime en apparence quelque chose qui est à la limite, tout le monde aurait pu s'y retrouver, parce qu'apprendre une liste de VOC, voilà, en primaire, ils peuvent tous à la limite, moi je trouve que c'est plutôt une façon d'une certaine égalité, mais là on rend les trucs complètement flous. Alors en fait, on imagine que les parents qui font réciter le VOC vont arrêter, et puis que ceux qui ne faisaient pas réciter le VOC, ils vont s'y mettre. Enfin, c'est pas comme ça que ça va se passer, quoi. Donc le souci d'équité, en fait, c'est de creuser les inégalités, parce que bien sûr, même s'il n'y a pas la récitation, certains parents vont pousser leur môme et d'autres pas, quoi. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'école. Je ne vais pas vous faire toutes les branches, hein. On a déjà bien entamé le temps. Je ne vais pas pouvoir tout dire, il faudra que je fasse des choix. Mais j'ai envie de vous lire au sujet du mot égalité et du mot équité une citation que j'ai trouvée dans, alors attention, on s'accroche, la conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin relative aux finalités et objectifs de l'école publique du 30 janvier 2003. Tous les objectifs de l'école sont décrits en langue de bois, c'est absolument extraordinaire, on comprend quasiment rien. Et je suis allée au point égalité et équité. L'égalité et l'équité assurant à chaque élève les possibilités et moyens de formation correspondant à ses besoins. Il y a un petit piège. Ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Il y en a qui ont des besoins en études supérieures, et puis il y en a qui ont besoin d'autre chose. C'est un chef-d'œuvre de langue de bois. C'est magnifique, vous pouvez le trouver en ligne. Correspondant à ses besoins, en fait, ça résume tout. On n'a pas besoin que... On va amener les élèves à leurs besoins. C'est-à-dire là où on va dire « Ah, mais cet élève, il est comme ça, il n'a pas besoin d'aller plus loin. » Donc on ne va pas le pousser. Ok, comme je me suis complètement perdue dans mon plan, je vais y aller au freestyle. J'ai amené un exercice, mais je ne sais pas s'il y a assez de photocopies, enfin je vous le montre. Toujours pour 11 ans, école primaire. D'un côté, vous avez des timbres-poste avec des personnages comme Louis XIV, Versailles, le nôtre. Vous pouvez faire passer, si vous voulez, quelques-uns. Et puis, de l'autre côté, vous avez des questions. Je vous lis la première question. Je préfère vous le lire parce que si je le fais passer, en fait, ça va distraire, mais vous le verrez après. Indique la durée de vie de Louis X1V. C'est ce que mon fils a lu. Il me dit, mais c'est qui Louis X1V? Mais ils vous ont pas appris les chiffres romains? Non. Non. Bon. Mais c'est pas grave parce que ça s'écrit pareil sur le timbre de l'autre côté. Donc on n'a pas forcément besoin de savoir que ça veut dire 14 en fait. Alors, indique la durée de vie de Louis X1V. Donc, effectivement, il suffit de tourner la page, de scruter les timbres, et puis de trouver la date de naissance, la date de mort, et puis on trouve sa durée de vie et on indique. Donc, pareil, hein, quand on n'a pas vu les chiffres romains, Louis X1V a vécu en grande partie au siècle, et il est mort au début du siècle. Mais quand on n'a pas expliqué comment étaient divisés les siècles et à quelle année ça correspondait, et puis alors après, alors là, il y a vraiment chouette, il y a vraiment des perles. Coche les affirmations fausses. Alors j'espère que vous êtes au taquet. Ardouin Mansart est né avant François Mansart. Personne ne sait. Bah, eux, ils savent. Eux, ils savent parce qu'ils vont regarder le timbre et puis ils vont voir les dates de vie et tout ça, ils vont dire oui, c'est Ardouin qui est né avant François. Alors, bon, j'ai été critiquée dans ce passage de la conférence. Parce que là, je fais de l'humour, hein, je me moque de cet exercice. Bon. Il y a des gens très sérieux qui m'ont fait remarquer que, en fait, cet exercice, il n'était pas si mal. Il n'était pas si mal parce que, d'une certaine manière, on demande à l'élève de réfléchir et on demande à l'élève de se débrouiller tout seul. Et on ne lui demande pas d'apprendre par cœur un truc tout fait. Dans ce sens-là, je suis d'accord. C'est un exercice qui, dans ce sens-là, peut se rapprocher à ce qu'on appelle les pédagogies constructivistes. Alors, c'est
un peu un gros mot là. C'est-à-dire que pendant tout le XXe siècle, il y a des grands pédagogues, Montessori, Freinet et beaucoup d'autres, qui ont réfléchi à la pédagogie. Et ils ont dit, ok, on va arrêter de bourrer le crâne des enfants sans leur expliquer ce qu'ils apprennent. Et on a élaboré des pédagogies constructivistes, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui va construire lui-même son savoir. Donc il va expérimenter, il va se tromper, il va revenir, il va réfléchir, il va essayer autrement. Et ça c'est génial, parce qu'effectivement, il va élaborer tout un raisonnement pour arriver à une... Donc c'est génial, ces pédagogies constructivistes du savoir. C'est très très bien. Et donc quand on voit cet exercice, on pourrait croire que c'est encore de la pédagogie constructiviste, dans un sens où c'est effectivement l'enfant qui doit lui-même chercher. Mais il y a une grosse différence avec l'approche constructiviste, c'est que l'approche constructiviste, elle avait pour but le savoir. C'est-à-dire qu'à la fin, il fallait que l'enfant il construise du savoir, donc il reparte avec des infos, si vous voulez, avec du savoir. Il a appris quelque chose. Quand l'enfant il fait ça, il a appris une chose, mais il n'a en tout cas pas appris qui était Louis XIV. Ça, en tout cas pas. Il n'a en tout cas pas appris Versailles, ce que c'est. Et là, on voit tout de suite, moi avec Martin, je suis allée à Versailles. Il a visité Versailles. Et on a eu une visite guidée, puis on nous a expliqué qui était Louis XIV. Hein, j'avais mis sur ma liste, aller à Versailles. Mais tous les parents ne vont pas à Versailles. Donc, l'approche constructiviste vise à ce que l'enfant acquiert un savoir. Là, on est dans autre chose. Là, on est dans l'approche par compétence. 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 Le mot compétence, dans la déclaration de l'instruction, il est 50 fois par page. Compétence, c'est le concept clé de maintenant. D'ailleurs, il y a plusieurs sortes. Il est utilisé dans des domaines différents et avec des acceptations très différentes. Mais là, l'approche par compétence, la compétence, c'est mobiliser des ressources. Il apprend à effectuer une tâche précise par lui-même, il apprend à se débrouiller, mais il n'apprend pas à savoir. La compétence savoir, elle a été évacuée. On n'a gardé que la tâche, que le fait d'exécuter quelque chose. Et ça, de façon complètement abstraite, on aurait pu mettre n'importe quoi sur ces images. Pourquoi on a même mis Louis XIV? On aurait pu mettre n'importe quoi. Et donc, effectuer une tâche hors sol. Hors sol, c'est-à-dire sans contexte, sans réflexion, sans savoir. Donc, en fait, là, on est un petit peu en train de préparer les gamins à accomplir des tâches qui vont leur être utiles plus tard dans un emploi qu'on voudra flexible et où justement les descriptifs de postes d'emploi se font maintenant en termes de compétences. Et là, ça nous emmènerait trop loin. Je ne vais pas parler des problèmes des compétences dans l'emploi, mais là, il y a une préparation à quelque chose, c'est-à-dire déjà ne pas réfléchir, ne pas savoir, exécuter. Ok, il reste une dizaine de minutes. Je vais changer un peu le plan. Je ne vais malheureusement pas pouvoir tout dire, donc je vais finir avec le fil sur l'éducation, et puis malheureusement des choses que je n'aurai pas le temps de dire. Donc, pour que le propos soit cohérent jusqu'au bout. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le débat public, on ne s'occupait pas des contenus des programmes scolaires. On ne s'occupe pas des contenus des programmes scolaires, mais ça ne veut pas dire que personne s'en occupe. Il y a des gens qui s'en occupent en coulisses. Et ces gens, à partir de là, dans la conférence, je vais me baser sur le livre de Nico Hirt qui s'appelle « Qu'as-tu appris à l'école ?» Et puis vous trouverez les références du bouquin sur la bibliographie. Nico Hirt, c'est quelqu'un qui a fondé une association en Belgique qui s'appelle Appel pour une école démocratique. Donc tous les gens qui s'intéressent à ces questions, je vous les invite vraiment à aller sur ce site qui est une mine d'or de conférences, d'articles. Enfin, il y a vraiment toutes sortes de choses sur l'évolution de l'école aujourd'hui. Et donc,
ce que je vais dire maintenant, je le prends chez Nico Hirt dans ce livre « Qu'as-tu appris à l'école ?» Alors, Nico Hirt nous explique qu'en fait, on s'occupe des manuels scolaires en plus haut lieu, à savoir dans les grandes instances européennes. C'est-à-dire qu'au niveau européen, il y a énormément de directives, de traités et de choses qui s'écrivent sur l'éducation. Et en Suisse, même si on n'est pas dans l'Europe, on est complètement dans le courant de ce qui se dit et ce qui se préconise en Europe. Alors, j'ai amené quelques citations donc tirées de ce livre de Nico Hirt, qui, lui, a fait un travail hallucinant. Il a épluché tous les traités européens pour en extraire les directives en fait, européennes sur l'éducation. Donc, il nous parle, par exemple, il nous parle du Conseil européen 2011, conclusion du Conseil sur le rôle de l'éducation et de la formation dans la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020. Il faut identifier les besoins en matière de formation, le mot formation, on reviendra, augmenter la pertinence de l'éducation et de la formation vis-à-vis du marché du travail. Ça, c'est noir sur blanc. OCDE 2001. Donc l'OCDE, c'est l'organisme de coopération et de développement économique, c'est le think tank néolibéral de l'Europe. Ce n'est pas une instance européenne, mais l'Europe écoute toutes les prévisions de l'OCDE. Et donc l'OCDE en 2001, quel avenir pour nos écoles? Alors celle-là, elle est gratinée. Tous n'embraseront pas une carrière dans le dynamique secteur de la nouvelle économie. En fait, la plupart ne le feront pas. De sorte que les programmes scolaires ne peuvent être conçus comme si tous devaient aller loin. Donc là, c'est écrit. Les programmes scolaires ne peuvent être conçus comme si tous devaient aller loin. Et donc, je reviens sur le tronc commun, l'école primaire. Il y en a qui ne verront pas ça plus tard. Donc, on apprend quelle valeur on transmet à l'école primaire. Recentrage sur les compétences. Les employeurs ont reconnu en elles, les compétences, des facteurs clés de dynamisme et de flexibilité. Une force de travail dotée de ces compétences est à même de s'adapter à la demande et à des moyens de production en constante évolution. Donc l'articulation avec le marché du travail. Donc voilà, on n'a pas le temps de... Mais je vous invite à aller sur le site pour avoir plus de détails là-dessus. Mais en gros, l'école est en train de s'adapter aux demandes du marché. L'école est en train de s'adapter au monde capitaliste qui l'entoure et elle le fait même de façon assez impressionnante. Donc j'ai dit, l'OCDE, c'est cet organisme de coopération et de développement économique qui prophétise un petit peu les choses pour l'avenir, qui fait des prévisions. Alors, ils ne font pas des prévisions météo, ils font des prévisions économiques. Donc, ils nous disent comment ça va se passer dans 20 ans, en particulier sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent on va faire ça dans l'éducation parce que dans 20 ans, le marché de l'emploi, il sera comme ça. Alors, ils ont des économistes, dont un qui s'appelle Martin Goss, qui prophétise que d'ici quelques dizaines d'années, on aura une élite de 20%. Ultra formés, hyper bien formés, et 80% qui, eux, n'ont pas besoin d'être très bien formés. En fait, il nous explique qu'il y a une classe qui va disparaître, qui est la classe, enfin qui va disparaître, qui est très menacée, c'est la classe des profs, des avocats, des médecins. Ces professions dont on a toujours dit, si tu travailles bien à l'école, tu deviendras médecin, en fait, on pourrait peut-être arrêter de le dire, selon lui, parce que c'est des professions qui vont être énormément impactées par le développement numérique. Pour l'école, on est en plein débat, l'école en ligne. Les avocats, il y a énormément de chômage chez les avocats. De plus en plus, on peut faire des trucs en ligne. J'ai quitté mon mari, j'ai pris un appartement. À peine j'avais une nouvelle adresse que j'ai reçu des mails Easy Divorce en ligne. Les journalistes, il y a déjà des articles qui sont écrits par des robots. Les médecins, de la médecine à distance aussi. Donc en fait, lui, il annonce un peu une
très grosse restructuration à ce niveau-là. Mais par contre, il y a des jobs qui vont augmenter. Et c'est ce qu'il appelle les loosey jobs. Donc en fait, d'un côté, on a des lovely jobs, et de l'autre côté, on a des loosey jobs. Et il dit les loosey jobs, ils vont augmenter énormément parce qu'il y a plein de jobs en fait, qui ne vont pas être remplacés par des robots parce que ce ne sera pas utile, mais par contre, qui seront vraiment, typiquement, quelqu'un qui recharge un distributeur de boissons avec des canettes de coca. Programmer un robot pour ça, c'est cher. Par contre, c'est un super loosey jobs qu'on pourra proposer. Donc voilà un peu les théories dans lesquelles on nage, c'est-à-dire que selon ces prévisions, je dis bien prévisions météo parce que bon, c'est des choses qui sont dans l'air, de là à dire que ça va se passer, personne ne sait, mais l'école serait en train un petit peu de s'orienter dans ce sens-là. Et donc je finis par une conclusion, on va donner le mot de la fin à Nico Hirt, parce qu'il a une phrase géniale qui résume absolument tout ce que je viens de dire. Nico Hirt nous dit, en d'autres mots, si le niveau baisse et si l'école devient de plus en plus inégale, ce n'est pas le signe d'une déficience de nos systèmes éducatifs. C'est au contraire la preuve de leur parfaite adéquation avec les attentes de la société capitaliste moderne. Celle-ci n'a que faire d'un peuple trop instruit, c'est dangereux et ça coûte trop cher. Donc, il est un peu dépressif, on est d'accord. D'ailleurs, à ce sujet, je ne vous laisserai pas repartir sans une note d'espoir. Mais effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, il est bientôt 22 heures. J'ai un chapitre que j'ai écrit sur la sélection. Je vais rapidement le résumer. Donc si on a cette espèce de ligne de mire, des 20%, 80%, ça veut dire que ça va sélectionner dur. Ça va sélectionner dur pour ces 20%. Alors il y a deux manières, de la sélection à l'école, on pourrait faire 3 heures rien que là-dessus. Mais je raconte juste un entretien que j'ai eu, je suis retournée voir le prof de Martin. Alors Martin, je reviens voir son prof. Alors bon... Je me dis, c'est déjà la deuxième fois quand même, donc il était un peu moins sympa, quoi. Donc il avait préparé toutes les épreuves de Martin sur la table, et puis il me dit, regardez, il est bon en maths, excellent, elle a une bonne culture générale, elle participe bien, et patati et patata. Et là je lui dis, oui, mais en fait on a un souci parce que, comme vous le savez, il a un petit problème de dyslexie, un petit problème de dysorthographie. Et il me dit, oui, je sais, effectivement, donc il n'est pas capable d'écrire correctement. Et je lui dis, mais en fait, avec son père, on pensait qu'on aimerait savoir s'il voulait faire des études plus tard. Et là, il me dit, ah ben non. Alors, s'il veut faire des études, il va falloir qu'il se mette au travail, Et en fait, ça, c'est ce que j'ai appelé la sélection invisible. La sélection invisible, c'est de vous dire, tout va bien. Et c'est ce qu'on dit aux parents. Tout va bien. Tout va bien. Mais on ne précise pas. Donc pour avoir la réponse, il faut poser la bonne question. C'est-à-dire tout va bien, ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir faire ce qu'il veut après. Ça veut simplement dire qu'il va passer. Puis après, il va passer. Puis on va l'orienter. Puis on va l'orienter. Puis on va l'orienter. Puis si à un moment il est dans une voie de garage, il va être dans une voie de garage. Mais tout va bien. On appelle ça l'évacuation par le haut. On pourrait dire l'évacuation par le bas. Mais voilà, tout va bien. Circuler, il n'y a rien à voir. Par ici, la sortie, tout va bien. Donc si vous posez la bonne question, là on vous dit, oh ben non, tout va bien, mais quand même pas à ce point-là. Donc ça veut dire que non, il ne va pas faire d'études. En fait non, là il va falloir se mettre à bosser. Donc on va lui chercher une logo, donc on va mettre en place tout un truc, on va faire des trucs spéciaux pour les TIS, etc., etc. Mais si les parents ne posent pas la question. Donc ça c'est la sélection invisible. Après la sélection visible, on la connaît, je pense que tous les gens qui ont des enfants, puis même tous ceux qui ont grandi à Genève en tout cas, la sélection visible, la plus grande sélection visible à Genève, qui se distingue d'ailleurs pour ça, c'est le cycle de sélection. On appelle ça un cycle d'orientation. Le cycle d'orientation, c'est quand même très très violent, on ne se rend pas compte, on est un des pays européens qui sélectionne le plus tôt. Les autres pays ne sélectionnent pas comme ça à 12 ans. Il ne faut pas tomber un coup près à 12 ans sur la tête des mômes en leur disant tu seras dans les faibles, les moyens ou les forts. Le cycle d'orientation, c'est ça.
Donc, je suis en train de réfléchir. J'ai encore une petite anecdote sur le cycle. Est-ce que j'ai le temps? Bon, je vous raconte encore une petite anecdote sur le cycle d'orientation parce que ça n'a pas changé. C'est ce qui m'est arrivé quand moi j'y étais, mais je trouve que ça résume tout. Donc moi, quand j'étais une cancre. J'étais une cancre. À l'école, tout était rouge. Il n'y avait rien qui échappait. D'ailleurs, par rapport à la sélection invisible sur Martin, c'est intéressant parce que moi, quand j'étais à l'école, ma maîtresse à l'école primaire, elle faisait quoi? Elle corrigeait mes dictées et puis elle me disait, bon, à la récréation, tu restes en classe et tu corriges les corrections de la dictée. Je corrigeais, je laissais plein de fautes, elle me disait, ah, c'est encore faux, donc tu restes à la récréation et tu corriges les corrections de corrections de corrections. Et donc, j'ai passé une année à ne pas aller à la récréation. Pendant 1 an, je corrigeais. Je me disais, ouais, alors ça, c'est pas sympa, hein, quand même, priver quelqu'un d'avoir récréation. N'empêche qu'elle ne m'a pas laissé tomber. Elle ne m'a pas dit tout va bien. Elle n'a jamais dit tout va bien. Elle a dit ça va pas du tout. Elle disait, oh Seigneur Marie-Joseph. Oh là là, c'est horrible. C'est la catastrophe. Mais c'était clair au moins. C'était clair, hein, ça allait pas. Donc voilà, c'était... Avant, il y avait cette volonté d'amener quand même tout le monde à un certain niveau, quoi. Donc, cycle d'orientation, j'étais une cancre, j'avais des mauvaises notes à la fin de l'école primaire, pas très bonnes. Ma meilleure copine, à l'époque, elle avait des notes un petit peu au-dessus de moi. Mais sur le grand classement de l'époque, hein, aujourd'hui on dit R1, R2, R3, avant on disait autre chose, peu importe, nous on arrivait dans les moyens faibles. Alors bon, je ne vous ai pas dit, mais moi je viens d'une famille d'universitaires, enfin de gens qui ont fait des études universitaires. Mais même ma grand-mère a fait des études, mes cousines ont fait des études, ma sœur a fait des études, mes parents ont fait des études, mes oncles, mes tantes, enfin voilà, tout le monde a fait des études. Donc la cancre, là au milieu, ça faisait tâche, quoi. C'était quand même moyen faible, bon. Et donc mon père est allé discuter à l'époque avec le directeur du cycle d'orientation, et à l'époque il y avait une chose qui n'existe plus d'ailleurs, maintenant c'est des essais. Et il a dit ok, d'accord, allez, ils sont compris, ils m'ont mis à l'essai chez les forts. Et là, alors, armada, toute la famille est sortie, la batterie, on ne m'a pas lâché d'une semaine, l'allemand, l'anglais, les maths, le machin, tu vois. Et j'ai continué. J'ai fait des études, etc. Ma copine, qui avait des résultats un petit peu au-dessus de moi, elle, son père, il n'a pas fait ça. Il était concierge, il n'a pas fait ça. Il n'est pas allé voir le directeur. Donc elle a continué, mais elle n'a pas fait d'études. Le jour où j'ai compris ça, ça a été une grosse baffe. Énorme. Ça s'appelle prise de conscience de sa classe sociale. Prise de conscience de sa classe sociale et des privilèges qui lui sont rattachés. Tout ça pour dire que le cycle d'orientation, à 12 ans, aujourd'hui, c'est une sélection ultra violente qui n'a pas changé et qui est toujours aussi injuste. Alors, j'ai fini, je vous promets. Il ne faut pas m'arrêter, vous m'avez lancé sur le sujet, il ne fallait pas. Juste celle-là, parce qu'elle est magnifique, c'est une épreuve de géographie, parce que vous allez me dire que j'exagère. Hein. Oui, je sais, vous pensez que j'exagère. Alors, géographie, module 1, approvisionnement. Pourquoi les fabricants d'un produit décident-ils de modifier son emballage ou ses fonctionnalités au fil des années? Première question d'épreuve. Un exercice sur l'offre et la demande. Un petit texte où il faut souligner les synonymes du terme client. L'influence des stars. Le style vestimentaire peut venir de ce que les personnes, alors là on souligne, égale client, voient dans les magazines. Fin de l'épreuve. Exercice 4. Tu es vendeur de téléphone. Et tu dois réagir à des situations dans le but de te faire de l'argent. Entoure la décision que tu prends pour chaque situation. Donc il y a le choix entre je baisse le prix ou j'augmente le prix. 1. Sur Internet, le téléphone se vend moins cher que dans ton magasin. Voilà. 2. Un scientifique a expliqué que les téléphones sont dangereux pour le cerveau. Là, je me suis dit, oulala, ils vont vite apprendre quelque chose. Donc, je baisse ou j'augmente le prix? Voilà. 3. Tous les autres magasins n'ont plus de téléphone car la livraison a pris du retard.
J'augmente le prix. Le livreur de téléphone qui fournit ton magasin a augmenté ses prix. J'augmente le prix. Voilà. C'était pour dire que j'exagérais pas. Ok, alors on va conclure. J'ai une liste. Comment on va faire pour s'en sortir? Comment lutter? 1. Détruire le capitalisme en mode easy. Facile. Mode easy, c'est les jeux vidéo. Mon fils aime bien jouer. J'ai pas fait le passage sur les jeux vidéo, mais bon. En mode easy, quoi. Faire une conférence gesticulée. Tout le monde ici, vous avez des savoirs. On a tous des savoirs. Le principe de la conférence gesticulée, c'est s'autoriser à partager son savoir avec les autres. Alors, c'est d'autant plus si l'école défaille. Moi, j'ai imaginé que, par exemple, les parents, ils pourraient venir à l'école faire des conférences gesticulées aux enfants et parler de ce qu'ils vivent, par exemple. Donc après, oui, effectivement, ça fait un peu, je n'ai pas pu tout dire, je suis désolée. Donc les parents peuvent faire des conférences gesticulées dans les écoles. Peut-être que les associations de parents dans les écoles, on peut rêver, mais on pourrait arrêter de les cantonner à l'arbre de Noël. Hein. Et puis peut-être que les associations de parents, ça pourrait devenir des lieux de lutte, en fait. Pourquoi pas, hein. Il y a une solution que je ne mets pas, c'est inscrire son enfant chez Montessori. Ça, je ne mets pas parce que c'est peut-être très bien, mais, ou pas, mais ça ne concerne pas l'école publique. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'école publique? Avec tout le monde, quoi, en gros. Pas une petite niche. Voilà, et pour les mères, j'ai pas fini non plus, je suis désolée. Donc, les mères, j'avais mis rémunérer le travail gratuit que les mères fournissent. Éventuellement leur donner accès à la retraite, c'est-à-dire que tout ce travail qui n'est pas payé ne leur donnera pas de retraite plus tard. Donc ça, c'est une piste que les féministes avaient déjà évoquée dans les années 70. Et puis pour finir, arrêtez de faire des listes. Hein. Et puis voilà, je vous remercie. Je devais la refaire samedi, donc si vous regardez dans le programme, je la refais samedi après-midi, je ne savais pas. Donc si vous voulez en parler à vos meilleurs ennemis, pour leur dire de ne pas venir, n'hésitez pas. Et puis n'oubliez pas les feuilles sur la table. S'inscrire à un atelier pour discuter de ce qui a été dit ici, s'inscrire à un atelier désintoxication de la langue de bois, c'est aussi une spécialité, vous pouvez prendre les feuilles, il y a des descriptifs dessus. Le flyer post-capitaliste, enfin voilà, vous pouvez répondre, voilà, merci. Bonne soirée.